Bonjour à tous, chers amis. Saviez-vous que près de 95% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées? Si ces histoires vous captivent, je vous invite à appuyer sur le bouton « S'abonner » et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là, d'ailleurs. Dites-moi, depuis quel pays ou quelle ville me regardez-vous? Laissez un commentaire, je serai ravi de le savoir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué à jamais. Une histoire qui a changé ma perception de la réalité, et qui, encore aujourd'hui, me hante chaque fois que je ferme les yeux. Préparez-vous, car ce récit n'est pas pour les âmes sensibles. C'était un mardi de la fin février, à 16h47 précisément. Je m'en souviens comme si c'était hier, car je fixais l'horloge de mon téléphone, comptant les secondes qui me séparaient encore de la fin de mon service. J'étais sur le point de rentrer chez moi, épuisé, quand la tablette de l'entreprise vibra. Une nouvelle mission, transport côtier d'urgence. Des médicaments réfrigérés. Délai critique. Itinéraire, la route 1A, direction Arborescend. Départ immédiat. Je fixais l'écran pendant 10 longues secondes, espérant que le message changerait, comme par magie. Mais non. En février, la route 1A ne signifiait qu'une chose, la côte gelée. Cette autoroute s'étire sur environ 200 miles le long de l'Atlantique, traversant des zones où les embruns marins gèlent dans l'air et recouvrent tout d'une épaisse couche de glace, aussi tranchante que du verre. La plupart des conducteurs évitent cette route en hiver. Les plus sensés, du moins. Mais moi, j'avais besoin d'argent. Mon avocat d'ex-femme s'en était assuré. Les frais de divorce me saignaient à blanc, et chaque course supplémentaire signifiait que, peut-être, je pourrais offrir un cadeau à ma fille pour son anniversaire le mois suivant. Je validai la mission, attrapai mon thermos de café froid depuis 3 heures et me dirigeai vers le parking. Mon camion, un Peterbilt 2015 bleu nuit avec des bandes argentées, n'était pas le plus récent de la flotte, mais il était fiable. Je le conduisais depuis 2 ans, depuis que j'avais commencé à travailler pour Northway Logistique. Je fis mon inspection pré-départ à la lueur déclinante du jour, vérifiant les pneus, les durites de frein, l'attelage. Tout semblait en ordre. La remorque réfrigérée était déjà chargée et branchée, ronronnant doucement pour maintenir la température requise à l'intérieur. Le soleil se couchait lorsque je quittai le dépôt, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Un spectacle qui aurait été magnifique si je n'avais pas été aussi concentré sur la route devant moi. Je pris l'autoroute en direction du nord, laissant derrière moi les lumières de la ville. Plus j'avançais, plus la nuit tombait. Lorsque j'atteignis le panneau indiquant la route 1A, il faisait nuit noire. La température avait chuté d'au moins 15 degrés en 1 heure. Le tableau de bord affichait 18 degrés Fahrenheit, et la tendance était à la baisse. La route devant moi était déserte, 2 voies d'asphalte coupant une forêt de pins qui semblait se refermer de chaque côté. J'allumai les phares et me préparai pour la longue traversée. La route 1A commence à l'intérieur des terres, serpentant à travers des communautés rurales qui semblent abandonnées depuis les années 1970. Des stations-service condamnées, des églises aux vitres brisées, une maison ici ou là avec une seule lumière allumée à la fenêtre, me faisant me demander qui pouvait encore vivre ici, et pourquoi. La route s'incurve progressivement vers l'est, et après environ 40 miles, même avec les vitres fermées, on commence à sentir l'océan. J'avais emprunté cet itinéraire 2 fois auparavant, toujours en été. En plein jour, c'est un paysage d'une beauté sauvage et impitoyable, des falaises rocheuses plongeant droit dans l'eau, des oiseaux marins tournoyant au-dessus, des vagues s'écrasant contre des formations de pierres vieilles de millions d'années. Mais cette nuit-là, en hiver, tout était différent. Le premier signe que j'approchais de la côte fut le vent. Il surgit de nulle part, une bourrasque soudaine qui fit osciller le camion et me força à serrer le volant. Puis une autre, plus violente. La remorque vide derrière moi se balança légèrement, et je levai le pied de l'accélérateur. La dernière chose dont j'avais besoin était de faire un tête-à-queue sur une autoroute côtière, en pleine nuit. Les arbres se firent plus rares, remplacés par des buissons bas et des rochers. Puis l'océan apparut à ma droite, une vaste étendue d'obscurité qui semblait absorber toute lumière. La lune était haute, presque pleine, et transformait les embruns gelés le long du rivage en quelque chose qui scintillait comme du verre brisé. Magnifique et mortel. Je consultai le GPS. Arborescend était encore à 93 miles. 4 heures de route devant moi, si la météo tenait et que les routes restaient dégagées. Je pris une gorgée de café froid et grimacé.
J'aurais dû m'arrêter pour en prendre un frais, mais le dispatch avait dit « partez immédiatement ». Et j'avais appris à ne pas discuter avec le dispatch. La route longeait la côte à environ 50 mètres du bord des falaises. Pas de glissière de sécurité, juste une ligne blanche peinte sur l'asphalte, puis plus rien, de l'air, des rochers, et une eau glacée. Je gardais le camion fermement dans la voie de gauche, aussi loin que possible de ce précipice. Le vent se renforçait, et je pouvais l'entendre hurler autour de la cabine. Un gémissement sourd qui montait et descendait, comme une respiration. C'est alors que je remarquai la glace. Pas encore sur la route, mais recouvrant tout le reste. Les rochers, les buissons, les rares arbres rabougris qui parvenaient à pousser si près de l'océan. Tout était enrobé de glace, reflétant la lumière de la lune de manière déformée, donnant au paysage un aspect étranger, comme si je roulais sur une planète gelée plutôt que sur la côte du Maine. J'étais sur le tronçon côtier depuis peut-être 20 minutes lorsque je vis la première chose étrange. C'était petit, facile à manquer si on ne faisait pas attention, un plot réfléchissant sur le côté droit de la route, du genre qu'on installe pour marquer le bord de la chaussée en cas de neige. Sauf que celui-ci avait quelque chose qui pendait, quelque chose de sombre et d'irrégulier qui oscillait dans le vent. Je ralentis en m'approchant, essayant d'y voir plus clair. Dans la lumière des phares, c'était difficile à distinguer, mais cela ressemblait à du tissu. Un morceau d'étoffe, peut-être, ou un sac en plastique. Je me dis que c'était probablement un déchet soufflé par l'océan et accroché au plot. Le vent pouvait transporter toutes sortes de débris. Mais en passant devant, mes phares l'éclairèrent sous un angle précis. Et pendant une fraction de seconde, j'aurais juré que cela ressemblait à un manteau. Un manteau d'enfant, bleu marine ou noir, les manches écartées comme si quelqu'un y était suspendu. Je regardais dans le rétroviseur, essayant de l'apercevoir à nouveau, mais il était déjà derrière moi, englouti par l'obscurité. Juste un sac poubelle, me dis-je. Le vent et l'obscurité jouaient des tours à mes yeux. Cela arrivait parfois lors de longs trajets de nuit. Votre cerveau commence à combler les détails qui ne sont pas vraiment là. Je secouais la tête et me concentrais sur la route. La ligne blanche brillait dans mes phares, un guide constant me menant vers le nord. 10 miles plus loin, je vis un autre plot réfléchissant. Celui-ci avait aussi quelque chose qui pendait. Cette fois, j'étais prêt et observais attentivement en m'approchant. C'était définitivement du tissu, et il bougeait dans le vent. Mais celui-ci était différent, plus grand. En m'approchant, mes phares l'éclairèrent clairement. C'était une chemise de travail d'homme, en dénime bleu, les manches grandes ouvertes. Elle était boutonnée comme si quelqu'un la portait encore. Mais il n'y avait rien à l'intérieur. Juste une chemise vide, suspendue au plot, tournant lentement dans le vent. Un frisson me parcourut, qui n'avait rien à voir avec la température. Ce n'était pas un déchet. Quelqu'un avait placé cela là délibérément. Mais pourquoi? Et qui? Je continuais à rouler, mais je surveillais désormais le côté droit de la route avec plus d'attention. Et effectivement, quelques miles plus loin, il y avait un autre plot. Un autre vêtement. Celui-ci ressemblait à un pantalon, noué autour du plot, les jambes pendant dans le vide. Puis une veste. Puis ce qui semblait être une robe. Tous les quelques miles. Un autre plot. Un autre vêtement. Tous soigneusement disposés comme des épouvantails sans corps. Tous vides. Tous bougeant dans le vent comme s'ils étaient vivants. J'essayais de trouver une explication rationnelle. Peut-être une installation artistique. Les gens faisaient parfois des choses étranges le long des autoroutes côtières, essayant de faire passer des messages sur l'océan ou le changement climatique. Ou peut-être un mémorial. Les gens laissaient des croix et des fleurs sur les lieux d'accident tout le temps. Peut-être que c'était quelque chose de similaire. Mais au fond de moi, je savais que ces explications ne collaient pas. Il y avait quelque chose de maléfique dans cette disposition. La façon dont les vêtements étaient étalés, comme des corps. La façon dont ils apparaissaient à intervalles réguliers, comme des marqueurs. La façon dont ils bougeaient dans le vent, presque comme s'ils me faisaient signe en passant. La route fit un léger détour vers l'intérieur des terres, suivant le contour d'une baille. Le vent se calma un peu, et le rugissement des vagues s'estompa en un grondement lointain. Je me permis de me détendre légèrement. Peut-être que cette étrange exposition routière était derrière moi maintenant. Mais en tournant un virage, je la vis. Une aire de repos, devant moi, à droite. Je faillis la manquer. Il n'y avait ni panneau ni lumière,
juste un chemin de gravier menant à un petit parking, à environ 30 mètres de la route. Je ne l'aurais même pas remarqué sans une chose, il y avait un camion garé là, un semi-remorque comme le mien, immobile dans l'obscurité, sans phares allumés. En passant devant le chemin, mes phares balayèrent brièvement le camion. C'était un modèle ancien, blanc avec des traces de rouille visibles même dans l'aperçu rapide que j'eus. Et il était recouvert de glace, de couches épaisses enrobant la cabine et la remorque, comme s'il était là depuis des semaines. Je devrais continuer. Chaque instinct me disait de garder le pied sur l'accélérateur et de mettre le plus de distance possible entre ce camion gelé et moi. Mais je ne le fis pas. Au lieu de cela, je me surpris à ralentir, puis à m'arrêter sur le bas-côté, à environ 400 mètres après l'aire de repos. Je restais assis là, moteur au ralenti, essayant de décider quoi faire. La chose sensée aurait été de continuer. Le camion de quelqu'un d'autre n'était pas mon problème. Ils avaient probablement eu une panne et appelé une dépanneuse, et cette accumulation de glace signifiait simplement que le camion était là depuis un moment. Cela ne me regardait pas. Mais si quelqu'un était encore à l'intérieur? Et si un conducteur s'était arrêté pour se reposer et s'était retrouvé coincé d'une manière ou d'une autre? Si loin au nord, avec ces températures, une personne pouvait mourir de froid en quelques heures sans chauffage. J'avais entendu des histoires de conducteurs qui s'étaient endormis dans leur cabine pendant des tempêtes hivernales et ne s'étaient jamais réveillés. Je mis le camion en marche arrière et reculai lentement le long du bas-côté jusqu'à atteindre le chemin. L'aire de repos était sombre, sans aucune lumière, et le parking en gravier était complètement vide, à l'exception de ce camion. Je m'engageai lentement, mes phares balayant la scène. Le camion avait définitivement l'air abandonné. La glace était si épaisse que je ne pouvais pas voir à travers les vitres. Les pneus étaient enfouis dans la neige tassée qui avait gelé. Je me garai à environ 6 mètres de distance, laissant le moteur tourner et les phares allumés, et attraper ma lampe torche sous le siège. Le froid me frappa comme un coup physique lorsque j'ouvris la porte. Le vent s'était levé à nouveau, soufflant directement de l'océan, et il transportait de minuscules particules de glace qui piquaient ma peau exposée. Je relevai la capuche de ma veste et allumai la lampe torche. Marcher vers le camion abandonné me semblait mauvais. À chaque pas, une partie de mon cerveau hurlait de faire demi-tour et de retourner dans ma cabine chaude. Mais je continuais, mes bottes craquant sur le gravier gelé. De près, le camion avait l'air encore plus sinistre. La glace ne le recouvrait pas seulement. Elle avait formé des motifs étranges, comme des doigts ou des racines s'étendant sur le métal. La portière côté conducteur était légèrement entr'ouverte, et une fine couche de neige s'était accumulée dans l'interstice. J'étendis la main vers la poignée. C'est alors que je l'entendis. Une voix, faible et lointaine, venant de quelque part derrière le camion. Cela ressemblait à quelqu'un appelant à l'aide, mais le vent déformait le son, rendant impossible de dire si c'était un homme ou une femme, ou même un être humain. Cela aurait pu être le vent lui-même, gémissant à travers une faille dans les rochers le long de la côte. Je restai là, figé, à écouter. Le son revint, plus clair cette fois. À l'aide. Définitivement un mot. Définitivement une voix. Et elle venait du côté océan de l'aire de repos, où le terrain descendait en pente vers les falaises. Je dirigeai ma lampe torche dans cette direction, mais le faisceau ne pénétra qu'à environ 9 mètres dans l'obscurité avant d'être englouti. Je pouvais entendre les vagues s'écraser en contrebas, plus fort maintenant, et le vent hurlait comme quelque chose de vivant. « Allô » appelai-je. Ma voix semblait petite et faible face au rugissement des éléments. « Il y a quelqu'un » Aucune réponse, juste le vent, les vagues, et le craquement des arbres couverts de glace. J'attendis encore une minute, puis me retournai vers le camion. La portière était toujours entr'ouverte. Je la tirai, grimaçant lorsque la glace craqua et tomba. L'intérieur était sombre et vide, les sièges couverts de givre. Pas de conducteur, pas d'effet personnel, rien qui indiquait que quelqu'un était passé par là récemment. J'allais refermer la portière lorsque je remarquai quelque chose sur le siège passager. Un journal de bord, gelé, partiellement ouvert. Je tendis la main et le détachai délicatement de la glace. La dernière entrée datait du 15 janvier, plus d'un mois auparavant. L'écriture était tremblante, difficile à lire, mais je pus distinguer quelques mots. Je ne trouve pas la route. Je tourne en rond. Les voies ne s'arrêtent pas. Un frisson me parcourut l'échine, qui n'avait rien à voir avec la température. Je reposai le journal sur le siège et reculai du camion. Je devais partir d'ici, maintenant. Alors que je me dirigeais vers mon camion,
j'entendis cette voix à nouveau. Aidez-moi. Plus proche cette fois. Beaucoup plus proche. Venant de juste derrière moi. Je fis volte-face, la lampe torche brandie comme une arme. Il n'y avait rien. Juste le camion abandonné, le sol gelé, l'obscurité au-delà de ma lumière. Aidez-moi. À nouveau, mais cette fois, cela semblait venir de ma gauche. Je dirigeai la lampe torche dans cette direction. Rien. Aidez-moi. Maintenant de ma droite. Aidez-moi. Derrière moi. Aidez-moi. Tout autour de moi, des voix multiples se chevauchant et résonnant, venant de toutes les directions à la fois. Je courus. Je ne me souviens pas avoir pris la décision. Mes jambes se mirent en mouvement toutes seules. Je sprintais à travers le gravier gelé, glissant et manquant de tomber 2 fois, ma respiration saccadée. Je pouvais entendre les voix me suivre, devenant plus fortes, plus insistantes. J'atteignis mon camion et ouvris la portière d'un coup, me jetant pratiquement à l'intérieur. Je la claquai et la verrouillai, mes mains tremblant si fort que j'eus du mal à insérer la clé dans le contact. Heureusement, le moteur tournait encore. Je passai la vitesse et appuyai sur l'accélérateur. Les pneus patinèrent un instant sur le gravier glacé avant de trouver de l'adhérence. Le camion bondit en avant et je dirigeai la roue vers l'autoroute, ne me souciant plus de l'approche lente et prudente que j'avais utilisée pour entrer ici. Je voulais juste partir. Alors que j'atteignais la route et que je me rabattais sur la chaussée, je fis l'erreur de regarder dans le rétroviseur. Dans la lueur rouge de mes feux arrière, je pouvais voir l'aire de repos s'éloigner derrière moi, et j'aurais juré voir des silhouettes debout là-bas, des dizaines d'entre elles, découpées contre l'obscurité, toutes me regardant partir. Je me concentrais sur la route et gardais les yeux rivés devant moi, appuyant plus fort que je n'aurais dû sur l'accélérateur dans ces conditions. Le compteur de vitesse grimpa à 50, puis 55, puis 60. Trop vite pour cette route, mais je m'en moquais. J'avais besoin de distance entre moi et ce que c'était que ça. Après environ 10 miles, lorsque mon rythme cardiaque commença enfin à ralentir, je me permis de réfléchir à ce qui venait de se passer. La partie logique de mon cerveau essayait de rationaliser, les voix n'étaient que le vent, les silhouettes des ombres et des formations de glace. Le journal de bord appartenait probablement à un conducteur coincé dans une tempête et qui avait exagéré ce qui s'était passé. Mais je savais ce que j'avais entendu. C'étaient des voix. De vraies voix humaines appelant à l'aide. Et cette entrée dans le journal, je ne trouve pas la route. Je tourne en rond. Les voix ne s'arrêtent pas, qu'est-ce que cela signifiait? Je consultai le GPS. Arborès End était maintenant à 47 miles. Moins d'1 heure. Si je maintenais cette allure, j'y arriverais. Il me suffisait de rester sur la route et de continuer à avancer. La côte était de nouveau à ma droite. Les falaises gelées scintillaient sous la lune. Le vent s'était un peu calmé et la route était plus douce. Je pris une profonde inspiration et essayai de me détendre. J'allais bien. J'étais en sécurité. J'étais dans un camion de 2 tonnes avec un plein de carburant, en route vers la civilisation. C'est alors que je remarquai quelque chose qui me glaça le sang. Les bornes kilométriques. Je venais de passer la borne 127. Je vis la suivante approcher, 126, puis 125, puis 124. Normal, décomptant à mesure que j'avançais vers le nord. Mais ensuite, je vis à nouveau la borne 125. Je clignai des yeux. Non, la suivante était définitivement 125, puis 126, puis 127. Les bornes reculaient. J'avançais vers le nord, mais les bornes indiquaient que je retournais vers le sud, d'où je venais. Je ralentis, fixant les bornes en passant 127, 126, 125, 124, 123. Puis 124, 125, 126, 127, montant et descendant comme si je roulais en cercle, bien que la route devant moi fût droite. Cela n'était pas possible. Les bornes kilométriques ne fonctionnaient pas ainsi. Elles étaient fixes, permanentes, installées par le service des autoroutes pour marquer les distances. Elles ne pouvaient pas changer. Je me concentrais sur le GPS. Il indiquait toujours que je roulais vers le nord, me rapprochant de Arborès End. La carte montrait la route comme une simple ligne suivant la côte. Rien sur les cercles ou les boucles, juste un trajet droit du point A au point B. Mais les bornes continuaient à défiler en avant, en arrière, en avant, en arrière.
Et maintenant que j'y prêtais attention, je réalisais qu'autre chose n'allait pas. La route elle-même avait l'air identique. Pas seulement similaire, mais exactement la même. Cette formation rocheuse à droite, je l'avais déjà dépassée. Et cet arbre mort à gauche, ses branches couvertes de glace. Je l'avais déjà vu. J'étais en train de tourner en rond. D'une manière ou d'une autre, impossible, j'étais en train de rouler en cercle sur une route droite. Je pressais plus fort sur l'accélérateur. Le compteur de vitesse atteignit 70. Le camion tremblait à cause de la vitesse, de la résistance du vent, du revêtement rugueux. Je m'en moquais. Je devais sortir de cette boucle. Devoir dépasser cette anomalie géographique. Le GPS indiquait que je progressais. 43 miles jusqu'à Arbor's End, puis 40, puis 38. Les chiffres défilaient normalement, même si les bornes kilométriques et les repères ne suivaient pas. Je décidai de faire confiance au GPS. Il était basé sur des satellites, recevant des signaux de l'espace. Il ne pouvait pas être trompé par ce qui arrivait à la route physique. Je gardais les yeux sur l'écran, regardant la petite flèche bleue représentant mon camion avancer lentement vers le nord le long de l'itinéraire. 35 miles. 32,28. La route commença à monter, s'éloignant de la côte immédiate. Les arbres devinrent plus denses de chaque côté, bloquant la vue sur l'océan. C'était nouveau, différent de la boucle dans laquelle j'avais été coincé. Je faisais de réels progrès. 25 miles jusqu'à Arbor's End. Je me permis un petit soupir de soulagement. Qu'importe ce qui s'était passé là-bas, j'avais dépassé ça maintenant. La route était redevenue normale. Les bornes kilométriques défilaient correctement. Tout allait bien. Sauf que non. Car maintenant, je pouvais voir des lumières devant moi. Pas des réverbères ou des lumières de maison, mais autre chose. Elles étaient bleues, blanches, et brillantes, comme les gyrophares d'une voiture de police, mais sans clignoter, brillant simplement dans l'obscurité devant moi. En m'approchant, je réalisais ce que je regardais. Un camion. Un autre semi-remorque garé sur le bas-côté, couvert de glace. Et il ressemblait exactement au camion abandonné de l'aire de repos. Je ralentis en m'approchant, le cœur battant dans ma poitrine. Ce ne pouvait pas être le même camion. J'avais laissé cette aire de repos des miles derrière moi. Le GPS confirmait que je roulais vers le nord depuis une demi-heure. Il n'y avait aucun moyen que j'aie fait un détour sans m'en rendre compte. Mais en éclairant le camion avec mes phares, je pus voir les traces de rouille aux mêmes endroits. La même épaisse couche de glace avec ses motifs étranges en forme de doigts. La portière côté conducteur était entr'ouverte, comme avant, avec de la neige accumulée dans l'interstice. Je ne m'arrêtais pas cette fois. Je continuais à rouler, les yeux rivés sur le camion en passant. La vitre côté passager était couverte de glace, mais j'aurais juré voir une ombre à l'intérieur. Une forme plus sombre contre la vitre givrée, comme si quelqu'un était assis là, me regardant passer. Je détournai les yeux et me concentrai sur la route devant moi. Mes mains tremblaient sur le volant. Ce n'était pas possible. Les camions ne se téléportaient pas. Je n'avais pas fait demi-tour. J'avais roulé en ligne droite pendant des miles. Le GPS indiquait toujours que je me dirigeais vers Arbor's End, maintenant à 23 miles. Mais comment pouvais-je lui faire confiance? Comment pouvais-je faire confiance à quoi que ce soit lorsque les preuves physiques de mes yeux me disaient que je tournais en rond? Je roulais pendant encore 10 minutes, la route grimpant plus haut dans les collines au-dessus de la côte. Le vent était plus fort ici, faisant osciller le camion à chaque rafale. Je pouvais entendre la remorque se balancer derrière moi, la charge bougeant légèrement malgré les sangles. Je levai le pied de l'accélérateur, ne voulant pas perdre le contrôle. C'est alors que la neige commença. Quelques flocons d'abord, dansant dans mes phares, mais en quelques minutes, elle tombait plus drue. De gros flocons humides qui collaient au pare-brise et réduisaient la visibilité à environ 30 mètres. Je mis les essuie-glaces à pleine vitesse et ralentis à 40 000 par heure. Le GPS indiquait 18 miles jusqu'à Arbor's End. J'étais si proche. Il me suffisait de continuer pendant encore 20 minutes, peut-être 30 dans ces conditions, et j'y serais. Je livrerais la marchandise, toucherais mon salaire, et ne prendrais plus jamais de trajet côtier en hiver. Peu importait ce qu'on me proposerait. La neige empirait. Je pouvais à peine voir la route maintenant, juste un corridor blanc flou entre des arbres sombres. Le vent hurlait, et je pouvais sentir le camion pousser latéralement à chaque rafale.
Je réduisis ma vitesse à 30, puis 25. Quelque chose apparut dans mes phares, devant moi. Je plissai les yeux à travers la neige, essayant de distinguer. C'était sombre et irrégulier, debout au milieu de la route. Je freinai brusquement, sentant le camion glisser légèrement sur la chaussée enneigée avant que l'ABS ne prenne le relais et ne m'arrête de manière contrôlée. Je restai assis là, moteur au ralenti, essuie-glace travaillant sans relâche pour dégager le pare-brise. La forme devant moi se précisa en une personne. Quelqu'un se tenait au milieu de la route, face à moi. Il portait ce qui semblait être un long manteau, de couleur foncée, et ne bougeait pas. Juste debout là, dans la neige tourbillonnante, comme une statue. Je klaxonnai. 3 longs coups qui résonnèrent étrangement dans la nuit étouffée par la neige. La silhouette ne bougea pas. Je klaxonnai à nouveau, appuyant longuement. Toujours rien. Qui que ce soit, il ou elle ne pouvait pas m'entendre ou s'en moquait. Je mis le camion au point mort et laissai le moteur tourner. Je ne voulais pas sortir, ne voulais pas quitter la sécurité chaude de la cabine, mais je ne pouvais pas non plus rester là toute la nuit. Et je ne pouvais définitivement pas rouler autour de cette personne. La route était trop étroite, avec des arbres pressés des 2 côtés. J'attrapai ma lampe torche et ouvris la porte. Le vent faillit me l'arracher des mains. La neige commença immédiatement à s'accumuler sur le siège. Je descendis sur la chaussée, mes bottes s'enfonçant d'environ 5 cm dans la neige fraîche. Et, criai-je, ma voix à peine audible par-dessus le vent. Vous devez bouger. La silhouette ne répondit pas. Je marchai vers elle, le faisceau de la lampe torche bondissant follement dans la neige tourbillonnante. En m'approchant, des détails devinrent visibles. Le manteau était à l'ancienne, comme quelque chose des années 1950 ou avant. Et la personne qui le portait ne bougeait pas du tout, ne vacillant même pas dans le vent. J'étais à environ 6 mètres lorsque je compris pourquoi. Ce n'était pas une personne. C'était un autre vêtement, comme ceux que j'avais vus suspendus au plot réfléchissant. Ce manteau était beaucoup plus grand, plus lourd, et quelqu'un l'avait rembourré avec quelque chose pour le faire tenir debout. Des bâtons ou des branches, peut-être, formant une sorte de squelette grossier à l'intérieur du tissu. Je baissai la lampe torche, un soulagement m'envahissant. Pas une personne, juste une autre étrange installation routière. Je pouvais le pousser sur le côté et continuer, mais alors que je tendais la main pour le saisir, le manteau bougea. Pas à cause du vent. C'était différent. Les manches se levèrent lentement, s'écartant comme pour m'accueillir dans une étreinte. Puis il s'effondra sur lui-même, comme si ce qui le maintenait debout avait cédé. Je reculai d'un bond, le cœur battant. Lorsque je dirigeai la lampe torche vers le tas de tissus, je pus voir qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Pas de bâton, pas de cadre, rien qui aurait pu le faire tenir debout ou bouger. Juste un manteau vide gisant dans la neige. Je courus vers le camion, ne me souciant plus de mon apparence, ne me souciant de rien d'autre que de m'éloigner de cette chose. Je me jetai dans la cabine et claquai la porte, haletant. À travers le pare-brise, je pouvais voir le manteau toujours gisant sur la route là où il était tombé. Je mis le camion en marche et contournai le manteau, lui laissant autant d'espace que possible sur cette route étroite. Les pneus patinèrent légèrement dans la neige avant de trouver de l'adhérence. J'accélérai prudemment, montant les vitesses, les yeux rivés sur la route devant moi. Le GPS indiquait 14 miles jusqu'à Arbores End. 14 miles. Je pouvais y arriver. Qu'importe ce qui se passait ici, quelle que soit cette étrange installation artistique ou cette blague malsaine, je pouvais survivre à 14 miles de plus. Mais la neige empirait. La visibilité tomba à environ 15 mètres, puis 12. J'avançais à 20 000 par heure, penché sur le volant, forçant pour voir la route. La ligne blanche à droite était mon seul guide, une bande pâle qui disparaissait parfois sous la neige accumulée. J'avais roulé pendant ce qui me sembla des heures, mais n'était probablement que 15 minutes, lorsque je vis à nouveau des lumières devant moi. Des lumières rouges cette fois, des feux arrière. Un autre véhicule sur la route. Un soulagement m'envahit. Je n'étais plus seul ici. Quelqu'un d'autre était assez fou pour rouler dans ces conditions. J'accélérai légèrement, essayant de réduire la distance. Peut-être pourrions-nous faire un convoi, rendre les derniers miles jusqu'à Arbores End plus sûr. Mais en m'approchant, je réalisai que quelque chose n'allait pas. Le véhicule devant ne bougeait pas. Les feux arrière étaient fixes, brillant simplement dans l'obscurité comme des yeux rouges me regardant approcher. Je ralentis, la prudence prenant le dessus sur mon désir de compagnie.
En éclairant le véhicule avec mes phares, mon estomac se noua. C'était un semi-remorque, blanc avec des traces de rouille, couvert de glace, le même camion que celui de l'aire de repos. Cela n'était pas possible. J'avais dépassé ce camion à 2 reprises, à des miles d'intervalle, et je n'avais pas fait demi-tour, n'avais pris aucun virage. La route avait été droite, juste une montée continue dans les collines. Il n'y avait aucun moyen que je sois revenu au même camion une 3e fois. Je m'arrêtai à environ 15 mètres derrière et mis le camion au point mort. Mes mains tremblaient à nouveau, et je sentais une pression monter derrière mes yeux, comme si j'allais pleurer ou crier, ou les deux. Cela n'arrivait pas. Cela ne pouvait pas arriver. Je regardais le GPS. Il indiquait que j'étais à 11 miles de Arborest End, toujours sur la route 1A, en direction du nord. La petite flèche bleue représentant mon camion était au bon endroit, mais les preuves physiques disaient le contraire. Je pensais au journal de bord que j'avais trouvé dans le camion la première fois. Je ne trouve pas la route. Je tourne en rond. Les voix ne s'arrêtent pas, les voix. Je ne les avais plus entendues depuis l'aire de repos, mais maintenant que j'y pensais, je pouvais entendre quelque chose sous le bruit du vent. Un murmure bas, comme plusieurs personnes parlant en même temps, mais trop loin pour distinguer les mots. Je baissai légèrement la vitre, laissant entrer une bourrasque d'air glacé et de neige. Le murmure devint plus fort. C'étaient définitivement des voix, des dizaines, peut-être des centaines, toutes se chevauchant en une vague de sons qui montaient et descendaient comme des vagues. Je remontai la vitre, le cœur battant. Ce n'était pas réel. Cela ne pouvait pas être réel. J'hallucinais. C'était la seule explication. Les longues heures, le stress de la conduite, l'isolement, tout cela me rattrapait. J'avais une sorte de crise. Mais je ne me sentais pas fou. Terrifié, oui, mais mon esprit était clair. Je savais où j'étais, quel jour on était, ce que je devais faire. Je n'étais pas délirant ou confus. J'étais juste coincé sur une route qui n'avait pas de sens, voyant des choses qui ne devraient pas exister. Je regardais à nouveau le camion abandonné. La portière côté conducteur était entr'ouverte, comme avant. Et je savais avec une certitude absolue que si je sortais et ouvrais cette portière, je trouverais le même journal de bord sur le siège passager, avec la même entrée datée du 15 janvier. Je me demandais ce qu'était devenu le conducteur qui avait écrit cette entrée. Où était-il maintenant? Toujours quelque part ici, errant dans la neige, sa voix s'ajoutant au chœur que j'entendais murmurer dans l'obscurité. La neige s'accumulait sur mon pare-brise plus vite que les essuie-glaces ne pouvaient la dégager. Je devais bouger, prendre une décision. Je pouvais rester là jusqu'à ce que la tempête m'ensevelisse, ou continuer à rouler et espérer que, d'une manière ou d'une autre, je finirais par sortir de cette boucle. Je mis le camion en marche et contournai le véhicule abandonné, mes pneus crissant sur la neige qui s'épaississait. En le dépassant, je refusais de regarder la vitre côté passager. Je ne voulais pas voir s'il y avait quelqu'un ou quelque chose assis à l'intérieur. Cette fois, la route devant moi disparut dans un mur blanc de neige tourbillonnante. Je pouvais à peine voir à 3 mètres devant le camion. C'était insensé. Je devrais m'arrêter, attendre que la tempête passe. Mais où? Il n'y avait aucun endroit sûr pour s'arrêter. Et une partie de moi craignait que, si je m'arrêtais, je ne me remette plus en route. Je deviendrais un autre camion abandonné sur le bord de la route 1A. Un autre mystère pour le prochain conducteur qui passerait par là. Je continuai, roulant à 15 000 par heure, penché sur le volant, forçant pour voir la route. La ligne blanche à droite était mon seul guide, une bande pâle qui disparaissait parfois sous la neige accumulée. J'avais roulé pendant ce qui me sembla des heures, mais n'était probablement que 15 minutes, lorsque je vis à nouveau des lumières devant moi. Des lumières rouges cette fois, des feux arrière. Un autre véhicule sur la route. Un soulagement m'envahit. Je n'étais plus seul ici. Quelqu'un d'autre était assez fou pour rouler dans ces conditions. La route commença à descendre, redescendant vers la côte. Je pouvais à nouveau entendre l'océan, le clapotis des vagues contre les rochers gelés. Le son était presque réconfortant dans sa normalité. Les vagues étaient réelles. L'océan était réel. C'étaient des choses qui existaient dans le monde normal. 1 mile jusqu'à Arborest End. Je pouvais voir des lumières devant moi maintenant. De vraies lumières, réverbères et lumières de bâtiments. La lueur chaude de la civilisation. Je faillis pleurer de soulagement. La route se nivela et soudain,
je roulais à travers la périphérie de la ville. Des bâtiments des deux côtés, fermés pour la nuit, mais indéniablement réels. Une station-service, une épicerie, un magasin de bricolage. Des choses normales, réelles. Le GPS annonça que j'étais arrivé à destination. Je me garais sur le parking du entrepôt, qui était éclairé comme en plein jour sous les lumières à vapeur de sodium. Il y avait une guérite à l'entrée, et un homme en uniforme sorti pour vérifier mes papiers. Une nuit difficile, demanda-t-il en regardant les dégâts sur mon camion. Vous n'avez pas idée, répondis-je. Ma voix semblait étrange, rauque et tendue. Il vérifia mon bon de livraison et me fit signe de passer au quai de chargement. Je me garai et restai assis là un moment, respirant simplement, laissant la réalité des lumières chaudes et des bâtiments solides s'imprégner en moi. J'y étais arrivé. J'étais en sécurité. Je descendis de la cabine et fis le tour jusqu'à la remorque. Les dégâts étaient pires que je ne l'avais pensé. Des entailles profondes sur les côtés, comme si quelque chose avec des griffes avait raclé la surface. Plusieurs panneaux étaient bosselés ou déchirés, mais elle était toujours intacte, toujours scellée. L'équipe de l'entrepôt commença à décharger pendant que je remplissais les papiers. Ils ne firent aucun commentaire sur les dégâts, et je ne les expliquais pas. Que pourrais-je dire? Que j'avais traversé une forêt hantée où des figures sans visage m'observaient depuis la neige. Ils m'auraient pris pour un fou. À vrai dire, je me prenais moi-même pour un fou. Mais lorsque je signais le bon de livraison, je remarquai le tampon de date, 16 février, 23h47. J'avais quitté le dépôt le 15 février vers 18h. Selon ma montre et l'ordinateur du camion, j'avais roulé pendant 6 ou 7 heures maximum, mais d'une manière ou d'une autre, j'avais perdu une journée entière. Quelque part sur cette route côtière gelée, 24 heures venaient de disparaître. Je pensais à en parler à quelqu'un, mais à quoi bon? Je n'avais aucune preuve tangible, juste ma parole, une remorque endommagée et une sensation persistante qu'un événement terrible s'était produit, même si je ne me souvenais pas exactement de quoi. L'équipe termina le déchargement et je signai les derniers papiers. Le responsable de l'entrepôt me dit que je pouvais garer le camion et dormir dans le salon des conducteurs avant de repartir. Je le remerciai et déplaçai le camion vers la zone désignée. Mais je ne dormis pas. Je restai assis dans le salon avec une tasse de mauvais café, regardant la neige tomber dehors, essayant de comprendre ce que j'avais vécu. Les visages gelés dans le mur de glace. La maison impossible avec ses occupants fantômes. Les figures qui se dispersaient comme de la fumée. Étaient-elles réelles? Ou avais-je subi une sorte de rupture psychologique causée par l'épuisement et l'isolement? J'avais entendu des histoires de routiers qui roulaient trop longtemps sans dormir et commençaient à halluciner, voyant des choses qui n'existaient pas. Peut-être que c'était tout ce que c'était. Mais cela avait semblé si réel. Le froid, la peur, ce sentiment écrasant de mauvais augure. Je sortis mon téléphone et cherchai des informations sur la route 1A. Il n'y avait pas grand-chose. Elle était désignée comme une route panoramique, recommandée pour les voyages d'été, mais considérée comme dangereuse en hiver. Il y avait quelques mentions d'accidents au fil des ans, principalement liés à la météo. Rien sur des disparitions ou des anomalies. Je cherchais le camion blanc abandonné que j'avais vu. Rien ne sortit. J'essayais différentes combinaisons de mots-clés. Toujours rien. Puis je cherchais les routiers disparus sur les routes côtières. Les résultats me glacèrent le sang. Il y avait des dizaines de cas. Des conducteurs qui avaient commencé une route côtière et n'étaient jamais arrivés. Des camions trouvés abandonnés sur le bord de la route, sans trace du conducteur. Des journaux de bord avec des entrées de plus en plus erratiques qui s'arrêtaient brusquement. Un article de 2011 mentionnait un conducteur nommé Marcus Webb qui avait disparu sur la route 1A pendant une tempête de neige en février. Son camion avait été retrouvé dans une aire de repos, couvert de glace, avec un journal de bord ouvert à la dernière entrée, « Je ne trouve pas la route. » Je tourne en rond. Les voies ne s'arrêtent pas. Webb. Le même nom que celui du journal que j'avais trouvé. Mais cet article datait de 2011. L'entrée que j'avais vue était datée de 2017, à moins que je n'ai mal lu la date. À moins que ma mémoire ne me joue des tours, brouillant les détails, essayant de donner un sens à l'impossible. Je quittai l'entreprise 36 heures après mon départ. Ils étaient en colère à cause de la remorque endommagée et des frais de carburant supplémentaires, mais ils ne pouvaient pas prouver que j'avais fait quoi que ce soit de mal.
Je leur dis que j'avais été pris dans la tempête et que j'avais dû emprunter un itinéraire alternatif pour éviter des conditions dangereuses, ce qui était techniquement vrai. Ils me retinrent une partie de mon salaire pour les dégâts et mirent une note dans mon dossier. Je m'en moquais. J'étais juste content d'être de retour, content d'être en vie, content d'être quelque part avec d'autres personnes, du bruit et de la normalité. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation que quelque chose m'avait suivi. Rien que je puisse désigner, rien d'évident, juste une sensation persistante d'être observé, d'ombres bougeant à la périphérie de ma vision, de voix murmurant juste en dessous du seuil de l'audible. Je commençais à avoir des problèmes de sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, j'étais de retour sur cette route, roulant dans la neige, regardant les bornes kilométriques décomptées à l'envers. Je me réveillais en sursaut, convaincu d'entendre des vagues s'écraser et le vent hurler. Je vis un médecin. Il me prescrit des somnifères et suggéra une thérapie. J'allais à 3 séances avant d'abandonner. Comment aurais-je pu expliquer ce que j'avais vécu? Le thérapeute aurait pensé que j'étais délirant. À vrai dire, je pensais que j'étais délirant. Mais les cauchemars ne s'arrêtaient pas. Et ils empirèrent, devenant plus vifs, plus détaillés. Je commençais à rêver de la maison dans la clairière, marchant à travers ses pièces, trouvant des choses que je n'avais pas vues pendant mon bref passage là-bas. Des messages griffonnés sur les murs. Des noms gravés dans les planchers. Des dizaines de noms, peut-être des centaines, tous différents, tous des conducteurs qui avaient emprunté le même itinéraire et n'en étaient jamais sortis. Dans les rêves, je pouvais entendre leur voix clairement. C'étaient eux qui appelaient à l'aide sur cette route gelée. C'étaient eux qui étaient piégés à l'intérieur du mur de glace, appuyant contre lui, essayant de se libérer. C'étaient eux, les figures en long manteau, attendant dans la neige, cherchant quelqu'un pour prendre leur place. Et chaque rêve se terminait de la même manière. Je roulais à nouveau sur la route 1A, en direction du nord vers Arborescend. Mais cette fois, je n'y arrivais pas. Cette fois, je devenais l'un d'eux. Une autre voix appelant à l'aide. Une autre figure debout dans la neige, attendant le prochain conducteur qui ferait l'erreur de s'arrêter. Je quittais l'entreprise 3 mois plus tard. Je leur dis que j'en avais fini avec les longs trajets, que je voulais quelque chose de local. Ils furent ravis de s'adapter. J'avais été un conducteur fiable, et ils apprécient cela. Ils me donnèrent un poste de livraison locale, des trajets courts qui ne m'éloignaient jamais de plus de 80 km du dépôt. Cela aida. Les cauchemars devinrent moins fréquents lorsque je ne passais plus des heures seul sur des autoroutes sombres. Je commençais à mieux dormir, à mieux manger. Je commençais même à sortir avec quelqu'un, une femme que j'avais rencontrée dans un dîner et qui ne posait pas trop de questions sur pourquoi un routier de longue distance avait tout abandonné. Mais je ne pouvais toujours pas rouler près de l'océan sans le sentir. Cette attraction, comme si quelque chose là-bas m'appelait par mon nom. Comme si une affaire inachevée m'attendait sur cette côte gelée. Je commençais à éviter complètement les zones côtières, prenant des itinéraires différents, ajoutant du temps à mes trajets juste pour rester à l'intérieur des terres. Mon patron le remarqua mais ne fit aucun commentaire. Je faisais mon travail, je faisais mes livraisons. Qu'importe la manière dont j'y arrivais. 6 mois après cette nuit, je faisais une livraison dans un entrepôt du nord du Massachusetts. Cela devait être simple, prendre une charge de pièces automobiles et les ramener au dépôt. Je l'avais fait une douzaine de fois auparavant, mais lorsque j'arrivais à l'entrepôt, le contremaître me dit qu'il y avait eu un changement. Ils avaient besoin que les pièces soient livrées à un autre endroit, une ville côtière à environ 1 heure au nord. Il me montra l'adresse, Arborescend. Je fixai le papier, mes mains commençant à trembler. Je ne peux pas, dis-je. Je ne peux pas y aller. Le contremaître fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne peux pas? Ce n'est qu'une livraison. Je ne peux pas, répétai-je, entendant la panique dans ma propre voix. S'il vous plaît. N'importe où ailleurs. Je l'emmènerai n'importe où ailleurs. Il me regarda comme si j'étais fou. Peut-être que je l'étais. Écoute, mon pote. Je ne sais pas quel est ton problème, mais c'est la livraison. Tu ne veux pas le faire? J'appellerai ta compagnie et ils enverront quelqu'un d'autre. Je faillis dire oui. Presque lui demander d'appeler et d'envoyer un autre conducteur, mais je savais ce que cela signifierait. Des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Peut-être perdre mon emploi. Et pourquoi? Parce que j'avais peur d'une route? Je pris le papier de ses mains, les mains tremblantes. Je le ferai, dis-je.
Le trajet vers le nord fut une torture. Chaque mile semblait être un compte à rebours vers quelque chose de terrible. J'essayais de me convaincre que tout irait bien. Cette fois, je prendrais un itinéraire différent, une autoroute principale qui longeait la côte mais ne la touchait jamais vraiment. Je n'aurais pas à emprunter la route 1A. Je n'aurais pas à affronter ce qui m'y attendait. Mais en m'approchant, je réalisais que l'autoroute principale était fermée pour travaux. Il y avait un panneau de détour indiquant une route plus petite, une route côtière, la route 1A. Je me garais sur le bas-côté, le cœur battant. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas emprunter cette route à nouveau, mais la seule alternative était de faire demi-tour, de revenir en arrière, d'admettre ma défaite. Et quelque chose dans cette idée me semblait mauvais, comme si je fuyais un problème qui ne disparaîtrait jamais à moins que je ne l'affronte. Je m'engageais sur la route 1A, en direction du nord, les mains crispées sur le volant, chaque nerf de mon corps hurlant de faire demi-tour. La route avait l'air différente en plein jour. Ordinaire, juste une autoroute côtière normale avec des vues pittoresques sur l'océan. Je passais les endroits où j'avais vu les vêtements suspendus au plot, mais il n'y avait rien là maintenant. Juste des plots réfléchissants vides marquant le bord de la chaussée. Je passais l'aire de repos où j'avais trouvé le camion abandonné. Elle était vide, juste un parking en gravier avec des poubelles et des toilettes portatives. Pas de camion, pas de glace, pas de voie. Tout semblait complètement normal. Je commençais à me détendre. C'était la tempête, me dis-je. L'obscurité, la neige, ma propre exhaustion. J'avais halluciné tout ça. Il n'y avait rien de surnaturel sur cette route. C'était juste une route. Mais alors, je tournais un virage et la vis. La route d'accès menant à la clairière. L'écart dans les arbres où j'avais tourné, désespéré de m'échapper de la boucle dans laquelle j'avais été piégé. Je roulais devant, les yeux rivés droit devant, refusant de regarder. Mais dans ma vision périphérique, je pouvais voir quelque chose debout à l'entrée de cette route d'accès. Quelque chose en long manteau sombre me désignant alors que je passais. Je ne ralentis pas. Je ne regardais pas en arrière. Je continuais simplement à rouler, le cœur battant, les mains tremblantes. Arborescen n'était plus qu'à quelques miles. Je pouvais y arriver. Je pouvais livrer la marchandise et me tirer d'ici, et ne jamais revenir. La ville apparut devant moi exactement comme je m'en souvenais. L'entrepôt fut facile à trouver. Je me garai, fis la livraison, signai les papiers. Tout le processus prit peut-être 20 minutes, et puis je devais repartir. Je restai assis sur le parking pendant longtemps, essayant de trouver le courage. Le soleil se couchait. Dans une heure, il ferait nuit noire, et je savais avec une certitude absolue que rouler sur la route 1 à la nuit était une très mauvaise idée. J'appelai mon patron et lui dis que je devais rester pour la nuit, que la livraison avait pris plus de temps que prévu. Il n'était pas content, mais il accepta. Je trouvai un motel bon marché en bordure de ville et m'y installai, reconnaissant pour les lumières fluorescentes, les murs fins et les bruits des autres personnes qui bougeaient. Je ne dormis pas. Je restai allongé dans le lit, fixant le plafond, écoutant l'océan au loin. Quelque part là-bas, sur cette côte gelée, quelque chose m'attendait. Je pouvais le sentir comme une pression à l'arrière de mon crâne. Le matin arriva finalement. Je quittai le motel et repris la route, roulant vers le sud sur la route 1A dans la lumière de l'aube. L'océan était calme, presque paisible. Le ciel était dégagé. Tout semblait normal, sûr, ordinaire. J'avais parcouru environ 30 km lorsque je les vis. Des figures debout sur le bord de la route, vêtues de longs manteaux sombres, parfaitement espacés à intervalles réguliers. J'en comptais 11 avant d'arrêter de compter. Elles faisaient toutes face à la route, toutes me regardant alors que je passais. Et bien que je ne puisse pas distinguer clairement leur visage à cette distance, je savais ce que je trouverais si je m'arrêtais et regardais de près. Rien. Juste de la glace blanche là où leurs traits auraient dû être. Je continuais à rouler, luttant contre l'envie d'accélérer, de fuir. Elles ne pouvaient pas me faire de mal tant que je restais sur la route, tant que je continuais à avancer. C'est ce que je me disais. Mais l'une d'elles bougea. Alors que je passais, elle tourna la tête pour suivre ma progression. Puis une autre bougea, et une autre. Au moment où je les avais toutes dépassées, elles s'étaient toutes retournées, toutes me regardant m'éloigner. Dans mon rétroviseur, je pouvais les voir commencer à marcher, non pas vers moi, mais dans la même direction que je roulais, me suivant, adaptant leur vitesse à la mienne, même si je roulais à 100 km/h et qu'elles étaient à pied.
J'appuyais plus fort sur l'accélérateur. 110, 120. Le camion n'était pas conçu pour cette vitesse, surtout pas sur ces routes, mais je m'en moquais. Je devais les distancer. Devoir mettre de la distance entre moi et ce que ces choses étaient. Le compteur de vitesse atteignit 140 km/h. Le camion tremblait. La remorque oscillait dangereusement. J'allais perdre le contrôle, j'allais m'écraser, mais je ne pouvais pas ralentir. Les figures dans mon rétroviseur gardaient le rythme, glissant sur la chaussée comme si elles patinaient sur de la glace. Puis, abruptement, elles s'arrêtèrent, tout en même temps, comme si elles avaient heurté une barrière invisible. Elles se tinrent simplement là, au milieu de la route, me regardant m'éloigner. Je ralentis à une vitesse plus raisonnable, le cœur battant toujours. J'avais franchi une sorte de limite, une ligne qu'elles ne pouvaient ou ne voulaient pas traverser. J'étais en sécurité pour l'instant. J'arrivais au dépôt sans autre incident. Je rendis le camion, remplis les rapports, et rentrai chez moi. Je ne mentionnais pas les figures sur la route. Qu'aurais-je pu dire? Mais je rêve d'elles maintenant, chaque nuit. Je rêve que je roule sur la route 1A et qu'elles m'attendent. De plus en plus nombreuses à chaque fois. Et dans chaque rêve, elles se rapprochent un peu plus, deviennent un peu plus réelles. J'ai arrêté de prendre des missions qui m'emmènent près de la côte. J'ai dit à mon patron que j'avais une condition médicale qui rendait la conduite côtière dangereuse. Il l'a accepté sans poser de questions. Probablement parce que je ne lui avais jamais causé de problème auparavant. Mais je sais que ce n'est qu'une question de temps. Tôt ou tard, il y aura une livraison que je ne pourrai pas refuser, un itinéraire que je ne pourrai pas éviter, et je me retrouverai de nouveau sur cette côte gelée, roulant dans l'obscurité, guettant les figures en long manteau. Peut-être que la prochaine fois, je n'en réchapperai pas. Peut-être que la prochaine fois, je deviendrai l'un d'eux, un autre conducteur perdu debout sur le bord de la route, attendant la prochaine personne qui fera l'erreur de s'arrêter pour aider. Ou peut-être que je suis déjà l'un d'eux, et que je ne le sais pas encore. Peut-être que je suis mort sur cette route en février, et que tout ce qui a suivi n'a été qu'un rêve, une hallucination en train de mourir alors que je gèle dans un camion abandonné couvert de glace. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Tout ce que je sais, c'est que je conduis encore. Chaque jour, je monte dans un camion et je conduis. Et chaque nuit, je rêve de cette côte gelée, des voix appelant à l'aide, et des figures sans visage me désignant depuis la neige. Et chaque matin, je me réveille en me demandant si aujourd'hui est le jour où je devrais y retourner. Le jour où je terminerai ce que j'ai commencé sur la route 1A. Le jour où je découvrirai ce qui est vraiment arrivé à tous ces autres conducteurs. Le jour où je deviendrai un autre mystère. Un autre camion abandonné. Un autre nom gravé dans les planchers de cette maison impossible dans la clairière. Je garde toujours le bout de papier avec l'adresse de Arborest End. Je ne sais pas pourquoi je l'ai conservé. J'aurais dû le jeter, le brûler, le détruire, mais il est dans ma boîte à gants. Et parfois, lorsque je suis arrêté à un feu rouge ou en attente de chargement, je le sors et le regarde. Et je sens cette attraction à nouveau. Ce sentiment d'affaire inachevée. Comme s'il y avait quelque chose que j'ai laissé derrière moi sur cette côte gelée. Quelque chose que je dois aller chercher. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais qu'un jour, j'y retournerai. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. La route 1A m'attend. Elle attend toujours. Et lorsque je répondrai enfin à son appel, je ne pense pas que je reviendrai. Je reviendrai. Un jour. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. La route 1A m'attend. Elle m'attend toujours. Et quand je répondrai enfin à son appel, je ne pense pas que je reviendrai. Je transporte des marchandises le long de la côte et depuis près de 12 ans. Dans ce métier, on apprend à faire confiance à son instinct. Quand quelque chose ne va pas, c'est généralement le cas. C'est une leçon qu'on assimile vite, ou alors on ne dure pas longtemps. Ce trajet-là avait commencé normalement. C'était début octobre, cette période de l'année où le temps côtier hésite entre l'été et l'automne. Je conduisais un chargement d'équipement de construction de Portland à un chantier à Kittery. Rien d'exceptionnel. L'itinéraire était l'un de ceux que j'avais emprunté des dizaines de fois, suivant principalement l'ancienne route côtière parallèle à la route 1A. J'ai quitté Portland vers 15 h, prévoyant de livrer avant 18 h et de rentrer à temps pour le dîner.
Ma femme m'avait reproché de rater trop de repas en famille, et je lui avais promis que ce soir-là, j'y serais. Le chargement était bien arrimé, le camion roulait sans problème, et j'avais un plein de diesel. Tout était parfait. La première heure s'est déroulée sans incident. Le temps était clair, la température autour de 15 degrés, et la circulation légère. J'avais les fenêtres ouvertes et la radio diffusait du rock classique. C'était ce genre de moment que j'aimais dans ce métier, quand tout se passe bien et qu'on peut se concentrer sur la route. Vers 16h30, j'ai commencé à chercher un endroit pour prendre un café. Il y avait une aire de repos que je fréquentais souvent, à une quarantaine de kilomètres au sud de Portland, juste à côté de l'autoroute. Bon café, toilettes propres, et on ne vous embête pas pour le stationnement. Mais en arrivant, l'endroit était bondé, toutes les places de parking étaient prises, et des camions faisaient la queue aux pompes à carburant. Une convention ou quelque chose du genre devait avoir lieu en ville. J'ai décidé de passer mon chemin et de continuer. Il y avait d'autres arrêts plus petits, fréquentés par les locaux. Je pourrais y prendre un café et arriver à temps pour ma livraison. C'est alors que j'ai vu le panneau. Il était ancien, délavé, de ces panneaux en bois peint qui semblent dater des années 1960. Harbor View aire de repos pour camions aux 2 miles. Une flèche indiquait une route secondaire sur la droite. Je ne me souvenais pas avoir vu ce panneau auparavant, mais il était possible que je ne l'ai jamais remarqué, car je m'arrêtais toujours au même endroit. La route secondaire semblait goudronnée et bien entretenue, alors je me suis dit, pourquoi pas? 2 miles, ce n'était pas loin, et un petit arrêt serait probablement moins fréquenté. J'ai pris le virage et suivi la route qui serpentait à travers une forêt de pins. Les arbres étaient denses, leurs branches formant une voûte au-dessus de ma tête, bloquant la majeure partie de la lumière de l'après-midi. La route était étroite, à peine assez large pour que 2 véhicules se croisent, et il n'y avait pas de ligne centrale peinte sur l'asphalte. Après environ 1,5 km, les arbres se sont éclaircis, et j'ai aperçu de l'eau entre les branches. L'océan, ai-je supposé, bien que l'angle ne correspondait pas à l'endroit où je me croyais. La route suivait la côte, et j'entendais les vagues se briser contre les rochers en contrebas. Puis j'ai vu l'aire de repos. Elle se trouvait dans une clairière, à une centaine de mètres de la route, un bâtiment bas en parpaing, avec un toit en métal rouillé et un parking en gravier. Aucun autre véhicule en vue. Les fenêtres étaient sombres, et je ne voyais aucune lumière à l'intérieur, mais le panneau à l'entrée indiquait « Ouvert 24h24 » et les lettres, bien que délavées, étaient encore lisibles. Il y avait aussi un distributeur de Coca-Cola près de l'entrée, dont l'écran lumineux rouge brillait dans la lumière déclinante. J'ai garé mon camion sur le gravier, les pneus crissant sous le poids. L'endroit avait l'air vétuste, mais pas abandonné. La peinture du bâtiment s'écaillait, et des traces de rouille coulaient du toit, mais le parking était dégagé et la porte d'entrée semblait intacte. J'ai coupé le moteur et je suis resté un moment assis, observant les lieux. Quelque chose clochait, mais je ne pouvais pas dire quoi exactement. Peut-être était-ce l'isolement, la façon dont le bâtiment se dressait seul dans cette clairière, sans rien autour à des kilomètres à la ronde. Ou peut-être était-ce le silence. Même avec le moteur en marche, je n'entendais rien. Aucun bruit de circulation de la route principale, aucun chant d'oiseaux, rien. J'ai regardé ma montre, 16h47. J'avais encore largement le temps de prendre un café et de faire ma livraison. J'ai éteint le moteur et suis descendu de la cabine. L'air sentait le sel et les algues, cette odeur caractéristique de l'océan, plus forte en automne quand l'eau se refroidit. Le vent se levait, soufflant depuis la mer. Je l'entendais siffler dans les arbres derrière le bâtiment. Mais toujours aucun autre son, aucune voix, aucune musique venant de l'intérieur, rien qui indique que quelqu'un était là. J'ai traversé le gravier jusqu'à la porte d'entrée. Un panneau, fermé, était accroché à la vitre, mais il était tourné vers l'intérieur, ce qui signifiait que l'endroit était censé être ouvert. J'ai poussé la porte, et elle s'est ouverte facilement, une petite clochette tintant à mon entrée. L'intérieur était faiblement éclairé par la lumière du soleil filtrant à travers les vitres sales. C'était un agencement typique d'aire de repos pour routiers, une petite épicerie avec quelques rayons de snacks et de fournitures, un comptoir avec une vieille caisse enregistreuse, et une station à café le long du mur du fond. Tout semblait ancien mais fonctionnel, comme si rien n'avait changé depuis des décennies. Mais quelque chose n'allait pas dans les détails. Les marchandises sur les étagères étaient disposées trop parfaitement, trop méthodiquement. La station à café avait 3 cafetières pleines sur les plaques chauffantes, de la vapeur s'échappant comme si le café venait d'être préparé. Les lumières étaient éteintes, mais les cafetières étaient allumées.
Bonjour, ai-je appelé. Ma voix a résonné étrangement dans l'espace vide. Il y a quelqu'un? Aucune réponse. J'ai attendu, écoutant, mais il n'y avait aucun bruit de mouvement dans les pièces du fond. Personne n'était là. L'endroit était complètement désert. Je me suis approché de la station à café, mes bottes crissant sur le linoléum. Le café dans les cafetières semblait frais, et quand j'ai approché ma main de l'une d'elles, j'ai senti la chaleur émaner de la plaque. Quelqu'un était passé par ici récemment. Cela ne faisait aucun doute. J'ai cherché une sonnette ou un bouton pour appeler le service, mais il n'y avait rien. Le comptoir était vide, à part la caisse enregistreuse et un petit présentoir de briquets et de désodorisants. Derrière, je pouvais voir une porte menant à ce qui semblait être un bureau ou une réserve. Bonjour, ai-je appelé à nouveau, plus fort cette fois. Il y a quelqu'un là-bas? Toujours rien. Je commençais à ressentir cette sensation désagréable dans la nuque, celle qui vous dit que quelque chose ne tourne pas rond. Mais j'étais venu jusqu'ici, et j'avais vraiment envie de ce café. J'ai pris une grande tasse et l'ai remplie avec l'une des cafetières. Le café était chaud et frais, avec une odeur riche et forte. Parfait. Je l'ai emporté au comptoir et j'ai attendu, m'attendant à ce que quelqu'un émerge de l'arrière. Après une minute entière à attendre, j'ai appelé une dernière fois, je dois payer pour ce café. Le silence. J'ai posé un billet de 5 $ sur le comptoir, bien plus que nécessaire pour une tasse de café, et je me suis tourné pour partir. C'est alors que j'ai remarqué le registre posé sur le comptoir, à côté de la caisse. Il était ouvert à une page datée du jour, le 14 octobre. Plusieurs entrées y étaient inscrites, toutes horodatées en début d'après-midi. Différents routiers s'étaient arrêtés, leur nom de société et leur plaque d'immatriculation soigneusement notées à l'encre bleue. L'écriture était précise, presque mécanique dans son uniformité. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était la dernière entrée. Elle était datée de 16h45, quelques minutes avant mon arrivée. Le nom de la société était Northway Logistique, et le numéro de plaque d'immatriculation était le mien. J'ai fixé la page, mon café oublié dans ma main. Ce n'était pas possible. Je n'étais jamais venu ici auparavant. Je n'avais même jamais entendu parler de cet endroit avant de voir ce panneau 20 minutes plus tôt. Pourtant, mes informations étaient écrites dans cette même écriture précise, comme si j'étais déjà passé ici et reparti. J'ai feuilleté les pages précédentes, regardant les dates antérieures, 13 octobre, 12 octobre, remontant sur des semaines. L'écriture était toujours la même, les entrées parfaitement alignées, mais les dates étaient fausses. Selon le calendrier de mon téléphone, nous étions le 14 octobre, mais certaines de ces entrées étaient datées du 15, du 16 octobre, des jours qui n'avaient pas encore eu lieu. J'ai refermé le registre et reculé du comptoir, mon cœur commençant à battre plus vite. Tout cela était faux. Tout était faux. Je devais sortir d'ici. Je me suis tourné vers la porte et j'ai vu qu'elle était fermée. Je ne me souvenais pas l'avoir fermée. Je l'avais poussée en entrant et l'avais laissée ouverte. Mais maintenant, elle était bien fermée, et à travers la vitre, j'ai vu que le panneau « Fermé » était tourné vers l'extérieur. Je me suis approché et j'ai essayé la poignée. Elle a tourné, mais la porte n'a pas bougé. On aurait dit que quelque chose la bloquait de l'extérieur, l'empêchant de s'ouvrir. J'ai mis mon épaule contre la porte et j'ai poussé de toutes mes forces. Soudain, elle s'est ouverte si violemment que j'ai failli tomber sur le gravier. Je me suis rattrapé et j'ai regardé le bâtiment. La porte était maintenant grande ouverte, oscillant doucement dans la brise. Le panneau, fermé, était à nouveau tourné vers l'intérieur. Tout semblait exactement comme à mon arrivée, sauf que maintenant, je pouvais voir quelqu'un debout dans la fenêtre, une silhouette éclairée par la faible lumière intérieure, qui me regardait. Elle était parfaitement immobile, ne faisant aucun geste, ne bougeant pas, se contentant de rester là. Je ne suis pas retourné à l'intérieur pour poser des questions. J'ai marché rapidement vers mon camion, je suis monté et j'ai démarré le moteur. Mon café était toujours dans ma main, et je l'ai posé dans le porte-gobelet en passant la vitesse. Le liquide à l'intérieur était glacé, comme s'il était resté là pendant des heures au lieu de quelques minutes. J'ai quitté le parking et repris la route principale, vérifiant mon rétroviseur toutes les quelques secondes. L'air de repos s'éloignait derrière moi, et je pouvais toujours voir cette silhouette debout dans la fenêtre, me regardant partir. La route à travers les arbres semblait plus longue que dans mon souvenir. J'ai roulé pendant ce qui m'a paru 10 minutes avant de voir enfin la route principale devant moi. Quand je me suis réinséré,
j'ai vérifié mon odomètre, j'avais roulé 6,9 km, plus du double de la distance indiquée sur le panneau. Je me suis arrêté à la première aire de repos que j'ai trouvée et je suis resté assis un moment, essayant de me calmer. Mes mains tremblaient et j'avais froid malgré l'air chaud de l'après-midi. J'ai regardé le café dans mon porte-gobelet. Il était toujours glacé, et en y regardant de plus près, le liquide semblait bizarre, trop sombre, presque noir avec un reflet huileux à la surface. Je l'ai versé par la fenêtre et j'ai regardé les éclaboussures sur le bitume. Elles ont laissé une tache qui semblait presque violette à la lumière, et ça ne sentait rien. Pas comme du café, pas comme quoi que ce soit, juste rien. J'ai regardé ma montre, 17h03. Selon l'heure, seulement 16 minutes s'étaient écoulées depuis mon départ de Portland, mais j'avais roulé pendant au moins 1 heure, peut-être plus. Les chiffres n'avaient aucun sens. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché « Harbor View Truck Stop ». Rien. Aucun site web, aucun avis, aucune mention dans un annuaire. J'ai essayé différentes variantes du nom, en ajoutant le numéro de route et la ville. Toujours rien. Selon mon téléphone, cet endroit n'existait pas. Pourtant, j'y avais été. J'étais entré, j'avais versé du café, j'avais vu le registre avec mes informations déjà inscrites. Tout cela avait été réel. Je suis resté assis pendant 10 autres minutes, essayant de décider quoi faire. Je pouvais retourner et essayer de le retrouver, peut-être prendre des photos ou des vidéos comme preuve. Mais l'idée de reprendre cette route bordée d'arbres, de revoir cette silhouette dans la fenêtre, me remplissait d'une terreur si intense que j'en avais la nausée. Ou alors, je pouvais simplement oublier. Faire ma livraison, rentrer chez moi, dire à ma femme que j'avais vécu une expérience étrange, mais rien de grave. Tout mettre sur le compte de la fatigue, d'un taux de sucre trop bas, ou d'une autre explication rationnelle. C'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai repris la route et continué vers le sud, en direction de Kittery. J'ai fait ma livraison à l'heure, signé les papiers, et je suis rentré chez moi. J'avais seulement 20 minutes de retard pour le dîner, et ma femme n'en a même pas parlé. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à cette aire de repos. Aux cafetières allumées alors qu'il n'y avait personne pour les remplir. Au registre avec mes informations déjà inscrites avant mon arrivée. À la silhouette dans la fenêtre qui me regardait partir. Et plus j'y pensais, plus des détails me revenaient, des détails que je n'avais pas consciemment remarqués sur le moment, mais que mon cerveau avait apparemment enregistrés. Comme la poussière sur les étagères. Elle était épaisse, recouvrant tout, le genre de poussière qui s'accumule après des mois, voire des années de négligence, mais les produits eux-mêmes étaient propres, comme si quelqu'un les avait essuyés récemment, laissant le reste intact. Ou les cafetières. Elles étaient branchées sur une multiprise par terre, pas sur les prises murales. Et la lumière de la multiprise était éteinte, comme si elle n'était même pas allumée. Alors, d'où venait l'électricité pour maintenir les plaques chauffantes allumées? Et le sol. J'avais entendu mes bottes crisser sur le linoléum. Je les avais entendues clairement dans le silence. Mais quand j'avais regardé en bas, je marchais sur de la moquette, une vieille moquette tachée qui ne correspondait pas au linoléum que j'avais vu en entrant. Ces incohérences s'accumulaient dans mon esprit, rendant l'expérience de moins en moins compréhensible, comme si j'avais pénétré dans un endroit qui n'était pas tout à fait réel, ou qui existait dans un espace entre le réel et l'irréel. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Je rêvais sans cesse de l'air de repos, de marcher dans ces allées tandis que cette silhouette me regardait depuis la fenêtre. Dans mes rêves, je pouvais voir son visage, ou plutôt l'endroit où son visage aurait dû être. Mais il n'y avait rien, juste une surface lisse et vide, comme un mannequin. Le lendemain matin, je me suis dit que j'étais ridicule. Ce n'était qu'une aire de repos isolée, sans présence sur Internet. Beaucoup de petites entreprises, surtout les anciennes, ne se donnaient pas la peine de créer des sites web ou des fiches en ligne. L'histoire du registre était probablement une coïncidence, une vieille entrée que j'avais mal lue dans la pénombre. Et la silhouette dans la fenêtre aurait pu être n'importe qui, le propriétaire, un autre client, un reflet de quelque chose à l'extérieur. J'avais 3 autres livraisons prévues cette semaine-là, sur des itinéraires différents qui ne passaient pas par cette route côtière. J'en étais reconnaissant. Je ne voulais pas revoir ce panneau. Je ne voulais pas être tenté de tourner dans cette route et de voir si l'endroit était toujours là. Mais vendredi, mon dispatch a appelé pour une course de dernière minute. Une livraison urgente, double salaire, à faire immédiatement. L'itinéraire me faisait passer par Portland, puis sur la même route côtière que j'avais empruntée le lundi précédent. J'ai pensé refuser, inventer une excuse,
dire que je ne me sentais pas bien ou que le camion avait besoin d'une révision. Mais l'argent était bon, et nous en avions besoin. Les frais de scolarité de ma fille étaient à payer le mois suivant, et nous étions à court. J'ai donc accepté la course et je me suis promis de ne pas chercher ce panneau, de ne pas laisser mes yeux errer vers les routes secondaires en passant. Je resterai concentré sur la route, je ferai ma livraison, et je rentrerai directement. Mais bien sûr, j'ai regardé. Comment aurais-je pu faire autrement? En approchant de l'endroit où je pensais avoir vu le panneau, j'ai ralenti, scrutant le bas-côté à la recherche de ce vieux marqueur en bois délavé. Il n'y était pas. La route, elle, était là. Je l'ai reconnue à la courbe distinctive et à la rangée dense de pins à l'entrée, mais il n'y avait aucun panneau. Juste une route secondaire non signalée, qui aurait pu mener n'importe où. J'aurais dû continuer. Chaque pensée rationnelle dans ma tête me disait de continuer, de ne pas tourner dans cette route, de ne pas chercher quelque chose que je ferais mieux de ne jamais retrouver. Mais j'ai tourné quand même. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par curiosité, ou par une pulsion que je ne pouvais pas nommer. Je savais simplement que je devais voir si l'endroit était toujours là, si tout cela avait été réel. La route était la même, sinuant à travers les arbres, étroite et sombre même sous le soleil de midi. J'ai roulé lentement, surveillant l'odomètre, comptant les miles. 1 mile, 2 miles. Les arbres ont commencé à s'éclaircir, et j'ai aperçu l'eau entre les branches. Et puis, il était là, l'air de repos, assise dans cette même clairière, exactement comme je m'en souvenais. Le bâtiment en parpaing avec le toit rouillé, le parking en gravier, le distributeur de Coca-Cola brillant près de l'entrée. Mais cette fois, il y avait d'autres véhicules sur le parking. 3 camions, tous des modèles anciens, garés en rang bien alignés face au bâtiment. Aucun d'eux n'avait de conducteur à l'intérieur. Ils étaient simplement là, vides et silencieux. Je me suis garé à côté d'eux, laissant le moteur tourner. Je suis resté assis un long moment, fixant le bâtiment. Le panneau disait toujours « Ouvert 24h24 ». Les fenêtres étaient toujours sombres, et je pouvais toujours sentir cette sensation de malaise émaner de l'endroit, comme une fréquence juste en dessous de la portée de l'oreille humaine. Je suis descendu du camion et me suis approché de l'un des autres véhicules. C'était un Freightliner de 2003 couvert de poussière de route, mais sinon en bon état. J'ai regardé par la vitre côté conducteur. La cabine était nette, les clés toujours sur le contact. Un thermos était posé dans le porte-gobelet, et une veste était jetée sur le siège passager. On aurait dit que le conducteur était sorti pour une minute et allait revenir. Sauf que la couche de poussière sur le capot racontait une autre histoire. Ce camion était garé ici depuis longtemps. J'ai vérifié les 2 autres camions. Même chose. Tous 2 semblaient avoir été récemment garés et abandonnés, mais la poussière et les pneus à plat indiquaient qu'ils étaient là depuis des mois, peut-être plus. Je me suis dirigé vers l'avant du bâtiment, mes bottes crissant bruyamment sur le gravier. Le son semblait trop fort dans ce silence contre nature. Même le vent s'était calmé, laissant tout immobile et silencieux. La porte était fermée, le panneau, fermé, tourné vers l'extérieur cette fois. J'ai tendu la main vers la poignée et tiré. La porte s'est ouverte facilement, la même petite clochette tintant comme la dernière fois. L'intérieur semblait différent à la lumière du jour qui filtrait à travers les vitres. Je pouvais voir les détails plus clairement maintenant. Les produits sur les étagères étaient anciens, des marques que je reconnaissais de mon enfance. Certains n'existaient même plus, mais ils avaient l'air neufs, immaculés, comme s'ils venaient d'être mis en rayon. Les cafetières étaient toujours sur les plaques chauffantes, la vapeur s'échappant encore. Je me suis approché et les ai inspectés. Le café semblait frais, et quand j'ai touché le côté de l'une des cafetières, elle était chaude. « Bonjour », ai-je appelé, sachant qu'il n'y aurait pas de réponse, mais me sentant obligé d'essayer. « Il y a quelqu'un » Le silence qui a suivi était absolu. Même le son de ma propre respiration semblait ne pas le troubler. Je suis resté là à attendre, et c'est alors que j'ai remarqué l'odeur. Elle était faible au début, presque imperceptible. Mais en restant là, elle s'est intensifiée. Ça sentait l'océan, mais d'une manière étrange, comme de l'eau de mer qui aurait stagné trop longtemps dans un récipient fermé, devenant épaisse et rance. J'ai reculé vers la porte, balayant des yeux les allées et la zone du comptoir. C'est alors que j'ai vu le registre à nouveau. Il était posé au même endroit, ouvert à la même page. Je me suis approché et j'ai regardé, sachant déjà ce que j'y trouverais. Et c'était là, une autre entrée pour ce jour,
vendredi 18 octobre, avec le nom de ma société, mon numéro de plaque d'immatriculation, horodaté à 12h34, 15 minutes avant mon arrivée réelle. Mais cette fois, il y avait autre chose.